Bonjour, maintenant nous allons corriger le TD numéro 9 que l'on trouve sur cette page web. Le TD de physique statistique concernant les électrons dans les matériaux. Le premier exercice s'appelle expansion de Sommerfeld. Il s'agit d'un exercice un petit peu technique qui établit une formule et un comportement très important et très intéressant des électrons qui sont des fermions lorsque leur température est petite par rapport à l'énergie de Fermi mu. Donc dans un TD précédent, le TD 8, nous avons établi que pour les fermions, donc par exemple les électrons, et bien pour des fermions qui sont indépendants, c'est-à-dire qui n'interagissent pas entre eux, eh bien on peut établir à une certaine température T correspondant à un paramètre bêta extérieur et un potentiel chimique mu donné, on peut établir le nombre moyen de fermions qui sont disposés dans un niveau d'énergie epsilon correspondant à un état individuel pour un fermion. Voilà, je rappelle la situation. Ici sont dessinés les niveaux d'énergie, donc ça c'était dans le TD8. Ici sont dessinés les niveaux d'énergie possibles pour un électron, par exemple. Et lorsqu'il y a plusieurs électrons indépendants, ça signifie qu'ils n'interagissent pas entre eux, et bien chaque électron peut choisir le niveau d'énergie où il se met, et ça donnera un état stationnaire. Simplement en physique statistique, comme il y a des fluctuations d'énergie, et bien ces états ne sont pas tout à fait stationnaires, il y a des fluctuations, les états peuvent changer au cours du temps, et on cherche quelles sont les situations possibles et leurs probabilités. Eh bien, on avait établi dans ce TD numéro 8 que pour chaque niveau d'énergie donné, d'énergie epsilon, eh bien, le nombre de fermions était en moyenne, compris qui était dans cet état-là, est un nombre qui est compris entre 0 et 1 en moyenne, car ce sont des fermions, ça ne peut pas dépasser 1, et c'est donné par la formule suivante, formule appelée distribution de Fermi-Dirac. Donc le nombre moyen d'électrons dans un niveau epsilon donné est donné par cette formule. Voilà, c'est une fonction, si on la voit comme une fonction de epsilon, c'est une fonction qui tend vers 0 lorsque epsilon tend vers l'infini, et elle est très proche de 0 lorsque epsilon est très grand devant mu plus kt, et très proche de 1 lorsque epsilon est inférieur à mu moins kt, et elle transite entre 1 et 0 sur l'intervalle d'énergie de largeur kt et centré en mu. Cela signifie que les niveaux d'énergie de basse énergie sont remplis avec quasiment sûrement par un électron, et les niveaux de haute énergie sont vides. En particulier, lorsque la température est très proche de 0, T tend vers 0, ça signifie que le paramètre bêta tend vers l'infini, et bien cet intervalle de largeur kt tend vers 0, ça signifie que la distribution de Fermi se rapproche d'une distribution, d'une fonction localement constante qui vaut 1, exactement 1 lorsque epsilon est plus petit que mu, et qui ensuite chute brutalement à la valeur 0 lorsque epsilon est plus grand que mu. Et donc ça signifie qu'à basse température, à température 0, eh bien les niveaux d'énergie individuels inférieurs à mu sont occupés par un électron, et les niveaux d'énergie plus grands que mu sont totalement vides. Et ça, c'est à température 0 seulement. On peut penser qu'à température positive, eh bien c'est la même situation, sauf qu'il y a des fluctuations autour de l'énergie mu, qu'on appelle énergie de Fermi. Et autrement dit, il y a des électrons qui étaient sous d'énergie inférieure à mu, qui peuvent se trouver dans des états excités d'énergie plus grande que mu. Et ça se fait de façon probabiliste, et en moyenne, ça donne la distribution de Fermi-Dirac. Voilà, lorsque t tend vers 0, on a donc la distribution de Fermi-Dirac qui tend vers cette fonction égale à 1 pour epsilon plus petit que mu et 0 lorsque epsilon est plus grand que mu.
Et en mathématiques, on appelle ça la fonction indicatrice de l'intervalle moins l'infini mu. Parce que par définition, une fonction indicatrice vaut 1 lorsque la variable appartient à l'intervalle. Donc elle vaut 1 dans l'intervalle moins l'infini mu, et elle vaut 0 en dehors, donc dans l'intervalle mu plus l'infini. Et cette fonction est notée un grand 1, indice, l'intervalle, fonction de epsilon. Donc c'est la distribution de Fermi-Dirac à température nulle. Et dans ce problème, on s'intéresse à décrire la distribution de Fermi-Dirac lorsque la température est non nulle, mais légèrement positive, et pour voir comment ça se démarque de cette fonction indicatrice. Donc on voit que à très basse énergie, à très haute énergie, il n'y a quasiment aucune différence. La différence va intervenir autour de l'énergie mu, et là il y aura un déficit d'électrons, et là il y aura un surplus d'électrons. Et c'est ce que l'on souhaite décrire de façon précise par une formule précise, qu'on appelle expansion de Sommerfeld. Voilà, pour décrire donc cette différence, on considère justement la différence entre la distribution de Dirac, qui est ici la ligne fine, n de epsilon, et la fonction indicatrice, qui est la distribution de Dirac à température nulle. Et la différence, vous voyez, lorsque epsilon est plus petit que mu, eh bien, cette courbe moins celle-là, c'est négatif. Ça donne donc cette fonction-là, qui descend jusqu'à moins 1,5. Et lorsque epsilon est positif, la différence des deux courbes, eh bien, c'est ça moins ça. C'est une fonction positive qui part de 1,5 et qui tend vers 0. Donc la différence est comme ça. Et cette différence, vous voyez, est notable sur une largeur d'énergie plus ou moins kt. Et c'est ce qu'on va décrire lorsque kt tend vers 0. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ces deux pics vont être très resserrés en largeur. Et on veut décrire cet effet. Remarquez que lorsque t tend vers 0, eh bien, cette fonction qui nous intéresse devient très singulière et diverge en quelque sorte. Elle va converger en tant que distribution. Donc on va devoir utiliser la théorie des distributions de Schwartz pour décrire son effet. Et en l'occurrence, elle va converger vers une distribution qu'on appelle la dérivée de la distribution de Dirac. Et pour rendre cela précis et pratique et utile, eh bien, on va démontrer la formule suivante qui s'appelle expansion de Sommerfeld et qui montre qu'à basse température, autrement dit lorsque bêta tend vers l'infini, eh bien, la distribution de Fermi, la fonction de Fermi n de epsilon, lorsqu'on la multiplie par une fonction quelconque, petit u de epsilon, petit u est une fonction quelconque, mais fixée, et une fonction qu'on va supposer lisse, c'est infini et à support compact. C'est ce qu'on appelle une fonction test en théorie des distributions. Eh bien, on la multiplie et lorsqu'on intègre, eh bien, ça va converger vers le résultat suivant lorsque la température tend vers 0. Le premier terme du résultat, c'est rien d'autre que l'effet de la fonction indicatrice sur la fonction u, parce qu'en effet, si on remplace n de epsilon par la fonction indicatrice, ça revient à intégrer u entre moins l'infini et mu, tout simplement. Et la correction, vous voyez, c'est une certaine constante qu'on va établir, fois la dérivée de la fonction u au point mu. Et donc, c'est exactement ce qu'on essayait de dire. La correction, ce sera la dérivée de u au point mu. Donc, ça montre que cette fonction-là a comme effet, comme la dérivée de la distribution de Dirac, c'est de d'évaluer la dérivée de la fonction test au point mu. Alors, allons-y, essayons de démontrer cette formule. Et on va utiliser pour ça cette formule mathématique, cette intégrale qu'on nous donne. Prenons cet exercice comme un exercice de mathématiques pour le moment. On comprend bien que ce sera utile lorsqu'on va étudier des électrons à basse température et ce sera l'objet des exercices suivants de ce TD. Donc comment faire le calcul? Alors tout d'abord, on devine bien que lorsque t tend vers 0, cette fonction va se concentrer, mais ce qui importe, c'est de travailler à une autre échelle, donc d'introduire ce changement de variable. On remplace la variable epsilon, ici, d'énergie, par une variable qu'on appelle x, qui est tout simplement bêta fois epsilon moins mu.
Alors l'idée de ça vient tout simplement lorsqu'on regarde dans la distribution de Fermi, vous voyez, c'est parce que epsilon intervient comme exponentielle de bêta epsilon moins mu. Et on va remplacer ça par la variable x, qu'on appelle x, voilà. Inversement, epsilon est donné par x sur bêta plus mu. Et ce qui nous intéresse, c'est donc la distribution de Fermi grand N, moins la fonction indicatrice, et on va appeler ça la fonction d de x, hein, où on utilise la variable x au lieu de la variable epsilon. Et donc c'est la distribution de Fermi ici qui est 1 sur exponentielle x plus 1 moins 1 si x est négatif, lorsqu'on se retrouve à gauche ici, et c'est tout simplement la distribution de Fermi 1 sur exponentielle x plus 1 moins 0 si x est positif. Voilà, on réécrit les choses. Donc si x est négatif, c'est cette fonction-là, qui s'écrit comme moins 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Et si x est positif, c'est cette fonction-là. Et on observe que la fonction d de x est une fonction impaire. Ça se voit bien sur le diagramme. Vous voyez, c'est la même fonction ici où on a simplement changé la variable horizontale, qu'on appelle x. Et c'est une fonction impaire. En effet, d en moins x égale moins d en x. Elle change de signe lorsqu'on fait la symétrie x donne moins x. Soit maintenant u une fonction test, et on va essayer de démontrer cette formule. Donc on prend u de epsilon, une certaine fonction test, et on veut évaluer l'intégrale de n de epsilon fois u de epsilon intégré sur epsilon sur toutes les énergies possibles. Donc ça nous donne, on remplace n de epsilon justement par d de x plus la fonction indicatrice. Et donc la première contribution, c'est l'intégrale de u contre la fonction indicatrice, qui nous donne, comme on l'a dit, comme la fonction indicatrice, elle vaut 1 pour epsilon plus petit que mu et 0 ailleurs, ça nous donne tout simplement l'intégrale de u entre moins l'infini et mu, plus l'intégrale de u de epsilon fois d de x d epsilon, où x est relié à epsilon par la formule de changement de variable. Et donc, dans cette deuxième intégrale, on remplace epsilon par x. Donc, on remplace epsilon par x sur bêta plus mu, ici. Et d de epsilon, d'après la formule de changement de variable, d de epsilon, c'est dx sur bêta. Voilà, donc ça nous donne cette nouvelle intégrale sur R. Et ce qu'il faut observer, c'est que, et c'est là qu'intervient la théorie des distributions, c'est que lorsque bêta tend vers l'infini, eh bien, vous voyez x sur bêta tend vers 0. Autrement dit, la fonction u, on pourrait dire que dans cette intégrale, elle va dépendre surtout de ces valeurs très proches de mu, parce que ce terme devient négligeable. Et donc, il devient naturel, lorsque bêta est très grand, 1 sur bêta est très petit, de considérer les valeurs de u très proches de mu, et donc d'utiliser un développement de Taylor pour cette fonction u. Et voici le développement de Taylor. D'après Taylor, u de mu plus x sur bêta, c'est u en mu plus la dérivée de u en mu fois x sur bêta plus etc. des termes correctifs. Pour le moment, on prend que le premier terme à l'ordre 1. On remplace donc dans cette deuxième intégrale la fonction u par son développement de Taylor, et sachant que u de mu c'est une constante, u' de mu c'est une constante, etc. La variable d'intégration est x. Donc le premier terme, ici, u de mu, lorsqu'on le remplace, alors ça nous donne u de mu qu'on peut sortir de l'intégrale, divisé par bêta qui était ici, il nous reste intégrale de d de x dx. Or, d est une fonction impaire, donc cette intégrale vaut 0. Ce premier terme est donc nul. Ensuite, le deuxième terme nous donnera u' de mu qu'on peut aussi sortir de l'intégrale, divisé par bêta, il y a aussi un bêta qui vient du changement de variable, donc divisé par bêta carré, il reste intégrale de x fois d de x. Et il faut plus le reste ensuite dans le développement de Taylor en 1 sur bêta carré. Pardon, là il y a une erreur, le reste est en 1 sur bêta cube, parce qu'il y a 1 sur bêta carré qui vient d'ici, et 1 sur bêta qui vient du changement de variable. Donc l'erreur est en 1 sur bêta cube. Donc il y a cette intégrale à effectuer, l'intégrale de x fois dx, intégrée sur R. Donc dx c'est 1 sur
1 plus exponentielle de x, donc ça nous fait cette intégrale là sur R. Mais donc comme c'est une fonction paire, il suffit d'intégrer entre 0 et l'infini, et l'énoncé nous dit que c'est pi au carré sur 12. Et donc l'intégrale sur R de x dx, ce sera le double, donc pi au carré sur 6. Et ça nous donne comme résultat final que l'intégrale demandée de u fois grand N est égale à l'intégrale de u entre moins l'infini et mu, plus mu prime sur bêta carré fois pi au carré sur 6, plus un terme négligeable, donc un terme en 1 sur bêta cube. Voilà, on a donc démontré cette formule appelée formule d'expansion de Sommerfeld. Et il est important en conclusion d'observer qu'on utilise ici la théorie des distributions de Schwartz. Voilà, on dira, sans utiliser de fonction test U, que la distribution de Dirac, grand N, converge au sens des distributions lorsque bêta tend vers l'infini vers la fonction indicatrice moins pi au carré sur 6 bêta carré fois la dérivée de la distribution de Dirac en mu. Alors pourquoi moins? Parce que tout simplement, par définition, la dérivée de la distribution de Dirac appliquée sur une fonction test, c'est moins la dérivée de la fonction test au point mu.